Notre première présentation, c'est Dominique Pépin-Filion, qui est analyste principal de recherche des statistiques linguistiques à Statistique Canada, où il se spécialise sur l'instruction dans la langue officielle minoritaire et sur les populations de langue officielle en situation minoritaire. Auparavant, il était chercheur à l'Université de Moncton, à l'ICRML, l'Institut canadien de recherche sur les minorités linguistiques, pendant près d'une décennie, où ses sujets de recherche étaient la démolinguistique, les migrations, les inégalités socio-économiques et l'éducation. Il est l'auteur principal de la toute dernière analyse de Statistique Canada portant sur la situation des populations de langue anglaise au Québec et de langue française au Canada hors Québec. Dominique, je te cède la parole. 20 minutes. Est-ce que vous m'entendez bien, Patrick? Oui, très bien. Bien. Parfait. Merci pour la présentation. Je tiens aussi à remercier le réseau de recherche sur les communautés québécoises d'expression anglaise là, qui a facilité ma participation au colloque, bien qu'elle ait une participation virtuelle. Un merci spécial à Steven qui fait que je n'ai pas besoin vraiment de présenter de données aujourd'hui. Il a déjà fait ça. Bon, je veux préciser quand même que cette communication-ci offre une mise en contexte empirique du secteur de l'éducation en langue anglaise au Québec, plus précisément une mise en contexte là, de l'opérationnalisation de l'article 23 par Statistique Canada afin d'obtenir le nombre d'enfants admissibles dans les limites du recensement canadien. Pour ce faire, on va voir brièvement les nouvelles questions sur la langue d'instruction du recensement 2021. Bon, je pense que la plupart d'entre vous les connaissez, donc je ne passerai pas beaucoup de temps sur ça, mais juste pour revoir ça un peu. Ainsi que les concepts qui ont permis surtout de partir de l'article 23 pour obtenir le nombre d'enfants admissibles à l'éducation, ainsi que les normes qui en tenant compte de la citoyenneté canadienne des ayants droit et aussi de la sous-classification des enfants admissibles en raison des limites inhérentes du recensement. Puis je vais revenir sur qu'est-ce qu'on entend par sous-classification pour bien l'expliquer. C'est un peu pour voir comment est-ce qu'à Statistique Canada, on a tenté d'évaluer les limites de ce premier dénombrement-là. Aussi, en deuxième partie, je vais quand même vous présenter les nouvelles données qui portent sur les étapes du continuum en éducation en anglais au Québec, à l'aide de l'enquête sur la population de langue officielle en situation minoritaire dont on vient de commencer à diffuser les résultats là, depuis décembre dernier. Donc, pour la première fois en 2021, 5 questions sur la langue d'instruction ont été posées dans les questionnaires courts et longs du recensement, les deux questionnaires. Le principal objectif, c'était vraiment pour obtenir le nombre d'enfants admissibles à l'instruction dans la langue officielle de la minorité en fonction des critères énoncés à l'article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés, bien sûr dans les limites du recensement. Bon, comme vous le savez tous, l'article 23 donne à certains parents le droit de faire instruire leurs enfants dans la langue officielle de la minorité de la province ou du territoire où ils résident. Dans le cadre du recensement, c'est la langue officielle minoritaire, c'est le concept de la langue officielle minoritaire qui désigne l'anglais au Québec et le français dans le reste du pays. Il convient de noter que le critère concernant la première langue apprise et encore comprise d'un parent ne s'applique pas au Québec, comme vous le savez tous aussi. Par conséquent, la langue maternelle n'est pas considérée comme l'un des critères d'admissibilité au Québec. Afin de réduire le fardeau de réponse, là, seules les questions sur la langue d'instruction dans la langue officielle minoritaire ont été posées. Autrement dit, on a demandé aux répondants qui vivent au Québec s'ils avaient fréquenté des écoles de langue anglaise au primaire ou au secondaire au Canada, tandis qu'on a demandé aux répondants vivant dans le reste du pays s'ils avaient fait des études en français au primaire et au secondaire au Canada. Les renseignements qui ont été recueillis grâce à ces questions-là ont été combinés avec d'autres renseignements déjà existants dans le recensement, comme bien sûr les liens familiaux entre les personnes vivant dans le même logement, afin d'obtenir le nombre d'enfants admissibles à l'instruction dans la langue officielle minoritaire. Les nouvelles questions sur la langue d'instruction ont été ajoutées là, à la suite d'essais qualitatifs et quantitatifs qui ont été effectués en 2018-2019 afin de s'assurer que les questions étaient bien comprises, bien sûr, puis qu'on obtenait des réponses valides. Vous pouvez voir, c'est surtout à la question 17 là, où on obtient l'information sur la langue d'instruction des parents au primaire, ainsi que la continuité d'emploi dans la langue d'instruction des enfants au primaire et au secondaire, parce qu'on demandait aux répondants, dans le fond, de nous dire combien d'années ils ont fréquenté dans ces écoles-là, au primaire et au secondaire. Là, il faut bien comprendre qu'on passe à la diapo suivante, qu'on passe de l'article 23, qui donne des droits aux parents, aux ayants droit, et dans le recensement, on passe de ces concepts-là au concept de critères d'admissibilité des enfants.
Donc, un enfant est considéré comme admissible. À la diapo suivante, on va voir qu'un enfant est considéré comme admissible à l'instruction dans la langue officielle minoritaire, donc l'anglais au Québec. Voilà. Si au moins un des critères suivants est respecté, comme on voit dans la colonne tout à droite, au Québec, la langue maternelle, comme on l'a dit, n'est pas applicable. Donc ensuite, le critère numéro 2, si au moins un des parents a fréquenté une école de langue anglaise au Canada, dans n'importe quelle province du Canada ou territoire, au primaire, alors l'enfant devient admissible. Ensuite, si l'enfant lui-même, un frère ou une sœur, a fréquenté une école de langue anglaise au Canada, encore une fois, au primaire ou au secondaire, alors cet enfant-là est admissible. Là, il faut comprendre aussi que ce premier dénombrement-là excluait l'exigence de la charte selon laquelle au moins un des parents ayant droit doit être citoyen canadien. On l'a vu tout à l'heure, la charte, l'article 23 fait directement référence aux citoyens canadiens, mais c'est parce que la question sur la citoyenneté est posée dans le recensement long, qui est rempli par seulement un ménage sur 2, donc environ 25% de la population. Un ménage sur 4, pardon. Alors que par opposition, les nouvelles questions sur la langue d'instruction ainsi que les questions sur la langue maternelle pour le Canada hors Québec sont posées à l'ensemble de la population. Donc, pour pouvoir obtenir un premier dénombrement à l'aide de l'information sur l'ensemble de la population, le dénombrement a été fait sans tenir compte de la citoyenneté des parents ayant droit. Dans cette présentation-ci, on va regarder à la prochaine diapo déjà les nombres d'enfants admissibles à l'éducation en anglais au Québec. On peut passer à la prochaine. Et ensuite, on va regarder qu'est-ce qu'il y en est quand on tient compte justement de ces éléments-là comme la citoyenneté. D'abord, on a constaté en 2021 qu'au Québec, il y avait 304 000 enfants qui étaient admissibles à l'instruction en anglais, ce qui représente plus d'un enfant sur 6, 18,1%. Et puis, on peut le voir ici au Québec, comment ça se compare par rapport aux autres provinces à l'extérieur du Québec, mais aussi pour l'ensemble du Canada ou encore pour le Canada hors Québec. À la prochaine diapo, on a constaté également que près des 2/3 des enfants admissibles à l'instruction en anglais au Québec ont au moins un parent instruit dans une école anglaise. Ça, c'est le cercle bleu que vous voyez à gauche dans le diagramme de Venn. C'est là qu'on si on additionne le 80 000 et le 119 000 enfants, c'est ce qui nous donne le 26% plus 39%, c'est ce qui nous donne 65%, donc les 2/3 des enfants qui avaient au moins un parent qui avait eu de l'instruction dans une école de langue anglaise au Canada. Donc, ça laisse un peu plus d'un tiers. Ça, c'est la partie verte, uniquement verte, qui n'entrecroise pas le cercle bleu qu'on voit à droite, où 105 000 enfants, 34,5% des enfants, étaient admissibles uniquement parce qu'eux-mêmes, un frère ou une sœur, ont fait des études primaires ou secondaires dans une école de langue anglaise. C'est quand même un résultat qui était assez surprenant pour l'ensemble des intervenants dans le domaine. Voilà, ça c'est pour le premier dénombrement, des chiffres que vous aviez probablement déjà croisés. On peut poursuivre. Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, il restait la question de la citoyenneté qui n'était pas tenue en compte. Donc, on a publié récemment des nouveaux tableaux, des tableaux supplémentaires qui, eux, sont fondés sur le questionnaire long. Donc, le fameux échantillon de 25% de la population canadienne où il y a un foyer sur 4 qui a répondu à ce long questionnaire-là. Et là, ça nous permettait de tenir compte de la citoyenneté canadienne des parents dans l'application des critères d'admissibilité des enfants. On a aussi réalisé par la suite une étude pour l'étude de sous-classification. C'est ce qui nous a permis d'estimer le nombre d'enfants qui nous manquaient dans le dénombrement parce qu'ils étaient admissibles en raison de l'instruction d'un parent, un frère ou une sœur qui vivait dans un autre logement au moment du recensement. Donc, c'est ce qu'on va regarder, qu'est-ce que ça donne comme résultat, la prochaine diapo. Donc, on peut voir ici, tout à l'heure, on parlait de 304 000 enfants admissibles. Donc là, vous voyez sur la ligne enfants admissibles pour le Québec, ça tombe à 302 000 parce que là, maintenant, on fait plutôt une estimation qui est tirée, comme je le disais tout à l'heure, d'un échantillon de seulement 25% de la population. Donc, le nombre varie un tout petit peu.
mais ça reste du même ordre. Donc, ça serait comme notre 100% des enfants admissibles au Québec. Ensuite de ça, on a réussi à confirmer la citoyenneté canadienne d'au moins un parent qui, lui, est ayant droit, donc qui répond à un des critères qu'on a énoncés tout à l'heure. Et à ce moment-là, ça nous donnait un dénombrement de 277 000 enfants. Donc, une autre façon de dire, on pourrait dire que 92 91,7 des enfants admissibles avaient au moins un parent au Québec qui a été scolarisé dans une école de langue anglaise au primaire et qui était aussi citoyen canadien. Et ça nous laisse un 8,3 d'enfants pour lesquels on n'a pas pu confirmer la citoyenneté canadienne du parent, mais encore une fois, il est possible que cet enfant-là ait un parent qui n'habitait pas dans le même logement au moment du recensement, qui lui était et citoyen canadien et ayant droit. On voit que ce pourcentage-là, ce 8,3%-là pour l'ensemble du Québec, est plus élevé à Montréal et beaucoup moins élevé dans le reste du Québec. À la prochaine diapo, on va voir aussi l'autre étude qu'on a faite pour un peu voir de quelle manière est-ce qu'on avait sous-estimé le nombre d'enfants admissibles puisqu'on ne tenait pas compte des liens familiaux avec des gens qui habitaient dans un autre logement. Donc, c'est ça qui était l'objectif de cette étude-là, qui était d'estimer le nombre d'enfants admissibles uniquement en raison de l'instruction d'un parent, un frère ou une sœur vivant dans un autre logement que l'enfant au moment du recensement. Au Canada, hors Québec, ça pouvait aussi être en raison de la langue maternelle d'un parent qui vivait dans un autre logement, bien sûr. Donc, par exemple, le cas classique, ce serait l'enfant qui vit dans une famille monoparentale avec sa mère, qui, elle, n'a pas été instruite au primaire, dans le cas du Québec, dans la langue officielle minoritaire, alors que son père vit dans un autre logement et lui a été instruit au primaire dans une école de langue anglaise. C'est ce qui représente le schéma à gauche ici. Tout à gauche, vous voyez un petit enfant qui vit avec sa mère au recensement de 2021. Et on ne sait pas dans le recensement qui est dans un autre logement le père de cet enfant-là. Donc, la longue courbe rouge qui est indiquée 1 dessus, c'est un premier appariement où on est allé retrouver cet enfant-là et sa mère dans des données administratives, que ça peut être dans l'état civil antérieur, à une époque où la mère vivait encore avec son conjoint. Et ça nous a permis d'identifier le père qui a vraiment une relation, un lien familial avec cet enfant-là. Et ensuite, avec un deuxième appariement qu'on voit dans la petite courbe rouge numérotée 2, on est retourné retrouver ce père-là dans le recensement de 2021, ce qui nous a permis d'établir un lien familial entre le père et l'enfant, ce qui est le lien numéro 3 que vous voyez ici. Et à ce moment-là, de définir l'admissibilité de cet enfant-là suivant les caractéristiques de son père. Ça nous a permis de déterminer qu'il y avait un autre sur les 304 000 enfants admissibles au Québec, il y avait un autre 34 000 enfants qui avaient été sous-classifiés, donc qui auraient dû être considérés comme admissibles. Donc, ça vous donne un ordre d'idée du pourcentage des enfants admissibles qui sont manquants. Et encore là, on n'a pas nécessairement réussi à tous les retrouver, mais une grande partie. On peut voir comment ça se détaille, parce que bien sûr, il y a une variation géographique. La prochaine diapo, à l'intérieur du Québec. Donc, parmi les enfants de 0 à 17 ans, on voit que pour le Québec, là, notre 34 000 enfants supplémentaires qui avaient été sous-classifiés dans le fond au moment du dénombrement, ça représente 10 de l'ensemble des enfants qui auraient dû être dénombrés. Et on voit que ce pourcentage-là varie. Il est plus faible à Montréal, 7,7, dans la grande région de Montréal, alors que c'est plus élevé dans les autres régions du Québec. Voilà, on peut passer à la deuxième partie de la présentation. Je vais quand même vous donner un aperçu de l'enquête post-censitale et les nouveaux résultats. C'est une enquête qui a été menée en 2022 auprès de la population de langue anglaise au Québec et de langue française ailleurs au Canada.
Et parmi la vingtaine de thèmes qui a été abordés dans cette enquête majeure-là, il y a tout le continuum, toutes les étapes du continuum en éducation dans la langue officielle minoritaire, dès la petite enfance avec les services de garde jusqu'au post-secondaire, en passant par, bien sûr, les niveaux primaires et secondaires. Donc, cette enquête offre par exemple des renseignements sur la fréquentation ou non des écoles dans la langue officielle minoritaire, selon de multiples facteurs ou raisons des parents, tels que l'admissibilité des enfants, la proximité des écoles, l'affinité des parents pour la langue minoritaire, ou encore pour les désirs des parents pour ce qui est des compétences linguistiques des enfants. À la prochaine diapo, on voit par exemple qu'au Québec, d'abord l'enquête a posé des questions sur les intentions des parents pour leurs enfants qui n'étaient pas encore à l'âge de fréquenter l'école primaire ou pas encore à l'âge de fréquenter l'école secondaire. Et on constate qu'au Québec, les 2 tiers des parents d'enfants en situation de langue officielle minoritaire avaient l'intention de les inscrire dans une école primaire ou secondaire de langue anglaise. Et on peut voir comment ça varie avec les autres provinces. Et bien sûr, ça, c'est des intentions. Ensuite, il y a les contraintes. Il y a les contraintes, disons, plus d'ordre pratique quand vient le temps d'inscrire les enfants. Mais on peut déjà voir, on avait déjà de l'information dans l'enquête sur les raisons évoquées par les parents pour ces intentions-là. C'est ce qu'on va voir à la prochaine diapo. Puis on a constaté que les parents avaient diverses raisons. Vraiment, il y a une douzaine de raisons environ pour justifier l'intention d'inscrire leur enfant dans une école primaire ou secondaire de langue anglaise. Mais on va peut-être mentionner les principales. Là. Près des 2 tiers, 64 de ces parents voulaient d'abord exercer leur droit de faire instruire leur enfant dans la langue officielle minoritaire. Les autres principales raisons des parents comprenaient au Québec le désir de voir leur enfant devenir bilingue pour la moitié des parents et l'importance d'étudier en anglais pour un peu moins de la moitié. Les parents qui avaient au contraire l'intention d'inscrire leur enfant dans une école primaire ou secondaire de langue française avaient principalement cette intention parce qu'ils voulaient que leur enfant devienne bilingue, environ la moitié, ou parce qu'ils accordaient de l'importance à étudier en français ou à maintenir les compétences de l'enfant en français. La prochaine diapo, on va constater aussi que les données de l'enquête permettent également de connaître la langue d'enseignement effective. Une fois que l'enfant a atteint l'âge de fréquenter l'école, soit au primaire ou au secondaire. Puis ici, on s'intéresse aux enfants admissibles à l'instruction en anglais. Donc, au Québec, on a constaté que tout près de 60% des enfants admissibles à la fréquentation d'une école de langue anglaise a effectivement eu l'anglais comme langue d'enseignement au primaire ou ont suivi un programme d'immersion en français dans une école de langue anglaise, bien sûr. La fréquentation des écoles primaires de langue anglaise n'a pas changé de façon significative là, depuis la dernière enquête similaire en 2006. Bien qu'il y ait quand même une proportion d'enfants un peu plus élevée qui a fréquenté des programmes d'immersion comparativement à 2006. Il y avait aussi de l'information dans l'enquête concernant la fréquentation des écoles secondaires pour ce qui est des enfants plus âgés dans l'enquête. Puis parmi eux, on a constaté qu'un peu plus de la moitié des enfants admissibles avaient fréquenté une école secondaire de langue anglaise ou encore qui avaient suivi un programme d'immersion dans une école de langue anglaise. Voilà, ça aussi, dans ce cas-ci, ça n'avait pas changé ce taux de fréquentation-là de façon significative depuis 2006. Outre que les enfants qui ont fréquenté les programmes d'immersion ont doublé, c'est quand même un faible pourcentage, c'est passé de 4% à 8%, de 4% en 2006 à 8% en 2022. Voilà, puis à la prochaine diapo, on va voir que au Québec, de nombreux parents dont la langue principale d'instruction de leur enfant était l'anglais au primaire nous ont dit pour quelles raisons aussi ils les ont inscrits dans ces écoles. Bien, ils désiraient tout d'abord qu'ils deviennent bilingues. Ou encore, ils avaient un enfant qui était plus à l'aise d'étudier en anglais, soit parce que c'est sa langue maternelle à l'enfant ou la seule langue qu'il connaît, qu'il maîtrise suffisamment. Les parents avaient aussi une préférence identitaire pour l'anglais et un peu plus du tiers des parents jugeaient que c'était important que leur enfant étudie en anglais. Mais vous voyez, il y a quand même plusieurs raisons qui sont évoquées. À l'opposé, au Québec, les principales raisons des parents qui ont fait instruire leur enfant dans une école de langue française au primaire étaient que l'enfant n'avait pas le droit d'aller à l'école de langue anglaise, tout simplement, dans la moitié des cas, mais aussi parce que certains parents souhaitaient que leur enfant devienne bilingue.
ou encore qu'ils jugeaient qu'il était important que leur enfant étudie dans la langue de la majorité francophone. Je suis encore à la diapo précédente, c'est juste que les résultats ne sont pas présentés. Voilà. Je veux juste mentionner qu'environ la moitié des parents en situation minoritaire qui ont inscrit leur enfant au primaire dans un programme de langue française au Québec auraient préféré que leur enfant soit inscrit dans un programme de langue anglaise, que ce soit en immersion ou dans un programme régulier d'une école de langue anglaise. On peut voir rapidement que les raisons des choix au secondaire se ressemblent. L'ordre des choix varie un petit peu, mais ce sont quand même des résultats assez similaires et vous pouvez en consulter le détail dans le rapport de l'enquête que je donnerai le lien à la fin. Puis, je vois que j'ai dépassé le temps. On a eu des petits problèmes techniques. Est-ce que je termine? Il me reste 2 diapos ou vous préférez que j'arrête là? 2 minutes, oui. OK, rapidement. Il y a aussi de l'information dans l'enquête, où c'est le seul endroit où on peut trouver cette information-là, au sujet des intentions des adolescents pour la langue future de leurs études parmi les adolescents qui disent qu'ils ont l'intention de poursuivre au post-secondaire. On a constaté qu'au Québec, 80 des adolescents en situation minoritaire qui pensaient faire des études postsecondaires avaient l'intention de s'inscrire dans un programme offert en anglais ou dans un programme bilingue, comme vous pouvez voir ici. Puis, on a aussi de l'information. C'est ça. Par exemple, ces résultats-là étaient plus élevés dans la région de Montréal, de l'ouest du Québec, de l'Estrie et du sud du Québec, où ça atteignait 84 pour l'ensemble, pour la moyenne de ces régions-là, que dans le reste de la province, où c'était plutôt de l'ordre de la moitié des enfants, 52 Les principales raisons que ces adolescents donnent pour choisir des études en langue anglaise ou bilingue, c'était des raisons identitaires à 44 ou encore qui jugeaient important d'étudier en anglais pour, par exemple, le maintien de leurs compétences, ou tout simplement parce qu'ils étaient plus à l'aise d'étudier en anglais, ou encore parce que c'était perçu comme un avantage pour intégrer le marché du travail après les études. Voilà, puis on peut peut-être regarder finalement à la prochaine diapo, qu'est-ce qu'il y en est, au-delà des intentions des adolescents, qu'est-ce qu'il y en est vraiment de la langue des études postsecondaires chez les adultes, hein, parce qu'on a quand même un échantillon d'adultes dans l'enquête, puis on a constaté là, que parmi les adultes de langue anglaise au Québec qui ont fait des études postsecondaires, la grande majorité, 81 avaient fréquenté un établissement d'enseignement postsecondaire où la langue d'enseignement dans la plupart de leurs cours était l'anglais. Puis on peut voir que ça varie un peu par niveau d'études postsecondaires. Et dans la plupart des cas, c'était en fait en augmentation par rapport à 2006. Voilà, je vous ai laissé aussi les liens vers les principales sources que j'ai citées à la prochaine diapo. Et voilà, merci pour votre attention. Désolé d'avoir dépassé.